Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un des procès les plus suivis et médiatisés des derniers mois au Québec, soit celui de Marc-André Grenon, le présumé meurtrier de Guylaine Potvin. Comme il s'agit d'une troisième partie d'un épisode de mon podcast à propos de cette horrible histoire, je ne vous ferai pas de grand résumé pour cette fois, mais pour ceux qui ne l'auraient pas suivi du début, je vous invite tout de même fortement à aller les écouter avant celui-ci. 22 ans après le drame épouvantable arrivé chez Guylaine Potvin, un suspect est enfin arrêté. Les accusations qui seront portées contre lui seront celles d'agression sexuelle grave ainsi que celles de meurtre au premier degré. Le plus gros de la preuve pourrait alors être de savoir si ce suspect avait oui ou non planifié son crime, car selon les personnes responsables de cette longue enquête, ils auraient cette fois en main une preuve en béton contre lui. Avant de commencer cette histoire, j'aimerais offrir mon soutien à toute la famille de Guylaine Potvin pour cette dure épreuve qu'ils ont dû subir depuis maintenant 24 ans. Je leur souhaite vraiment la paix d'esprit lors du dénouement, que nous connaîtrons bien sûr plus loin dans l'histoire. Mon nom est Nini la Terreur et je suis impatiente de vous raconter le dernier chapitre de cette histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Guylaine Potvin. Le 28 avril 2000, le corps nu, sans vie, d'une jeune fille portant des marques suspectes avait été trouvé dans le logement qu'elle partageait avec deux colocataires au 5897 de la rue Panet à Jonquière. Guylaine Potvin, 19 ans, native de Saint-Eugène au Lac-Saint-Jean, était étendue sur son lit lorsque son amie Audrey l'a découverte à 8h07 précisément. Elle serait morte au cours de la nuit. Il n'y avait ni trace de lutte, ni trace d'effraction dans le logement de cette étudiante du cégep de Jonquière, mais certains indices sur son corps feront en sorte que les policiers mèneront cette enquête comme s'il s'agissait d'un homicide. À première vue, les policiers voient immédiatement qu'elle a été agressée sexuellement, car elle est retrouvée dénudée, elle est ensanglantée et ils remarquent également qu'elle se serait débattue. Ce crime avait évidemment secoué toute la population à cette époque et avait également semé la peur chez de nombreuses cégepiennes du coin. 22 longues années vont ensuite passer avant que ce tueur ne soit enfin arrêté. 22 ans, c'est très long pour trouver un coupable, mais certains optimistes vous diront tout de même qu'il ne faut jamais perdre espoir et qu'il vaut mieux tard que jamais. Pour cette fois, le temps, mais surtout l'évolution de la science, leur auront donné raison. Avant de passer au procès, voyons tout d'abord brièvement de quelle façon les enquêteurs s'y sont pris pour enfin démasquer ce présumé assassin après autant d'années. Le suspect. Durant les 2 décennies qui suivront cette horrible agression, l'enquête demeurera tout de même active. En 2018, 18 ans après les faits, elle sera prise en charge par la Division des disparitions et des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec, qui mène généralement à des avancées majeures. À ce moment-là, tout ce que les enquêteurs avaient alors en main, et qui n'était tout de même pas rien, était un échantillon d'ADN retrouvé chez la victime. Malheureusement, cet ADN ne figurait dans aucune de leurs bases de données à cette époque, car au Canada, recourir à la preuve par l'ADN à l'appui d'enquêtes criminelles date de 1989, mais ce n'est toutefois que le 30 juin 2000 qu'un fichier national contenant les profils d'ADN de contrevenants criminels a été créé. En plus, l'ADN, en 2000, était embryonnaire. Les suspects n'étaient pas nécessairement fichés non plus à chaque fois, malheureusement. Certains, comme Grenon, passeront alors à travers les mailles du filet. Si un tel fichier avait existé en ce temps-là, Grenon aurait été mis derrière les barreaux assez rapidement, car il a tout de même un lourd passé criminel. Ce qui aura longtemps été une chance pour lui, car les différents crimes qu'il aura commis avant cette agression avaient été faits pour la plupart vers la fin des années 1990. Son nom ne figurait donc pas encore dans les fichiers. Grenon avait été arrêté et reconnu coupable de plusieurs vols de faible valeur, d'intrusion de nuit, de tentative d'introduction par effraction, de menaces et de voies de fait. Un maudit bon gars. La majorité des infractions qu'il a alors commises ont eu lieu sur le territoire de la ville de Saguenay, plus précisément à Chicoutimi et à Jonquière.
Quelques semaines après l'agression arrivée chez Guylaine Potvin, 24 tests d'ADN avaient alors été effectués durant l'enquête, mais n'avaient donné strictement rien. Une trentaine d'autres tests avaient aussi été faits 16 ans plus tard, mais se sont également tous révélés négatifs. L'enquête n'avançait toujours pas. Aucun de leurs suspects n'était le bon. Les policiers avaient même effectué leurs recherches dans les banques d'ADN des États-Unis en 2007 et en 2009, mais sans grand résultat non plus. Ensuite, en 2021, une nouvelle équipe d'enquêteurs avait même relancé ces mêmes tests auprès d'une trentaine de pays, mais rebelote, toujours rien. Cependant, grâce à l'avancée de la science, les choses iront enfin beaucoup mieux maintenant. Travaillant dans le domaine des enquêtes criminelles, en particulier celui des cold cases, ce sera grâce à un travail minutieux de longue haleine que des enquêteurs de la Division des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale, en plus des méthodes innovantes utilisées de nos jours en biologie judiciaire, que le suspect pourra enfin être identifié et arrêté. Ce seront donc des enquêteurs de la Division des disparitions et des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec, avec l'aide de policiers de la ville de Granby, qu'ils procéderont enfin à son arrestation. Je vous en parle avec plus de détails plus loin dans l'histoire. Pour l'instant, on sait seulement qu'il a été arrêté grâce à des méthodes innovantes utilisées de nos jours en biologie judiciaire. Cet homme de 47 ans est donc enfin mis en arrêt, où il sera formellement accusé de meurtre au premier degré et d'agression sexuelle grave sur le corps de Guylaine. Une technologie issue des avancées en matière d'analyse d'ADN et dont l'utilisation serait inédite au Québec serait donc la source de l'arrestation de Grenon. Tout ce que l'on sait à ce moment-ci, c'est que le 12 octobre 2022, Grenon sera trahi par son chromosome Y et que les détails de cette enquête concernant son arrestation seraient même dignes d'un scénario de film. La poursuite prévoit une divulgation de preuves volumineuse dans ce dossier. En gros, le procureur raconte que cette preuve qu'ils ont en main sera difficilement attaquable. On a bien hâte d'entendre ça. Cette arrestation aura également causé une onde de choc non seulement partout au Québec, mais bien sûr aussi dans la famille de Guylaine Potvin. D'ailleurs, sa maman, Janine Cahouette, dira à ce moment-là que c'était un grand soulagement pour toute la famille et qu'ils n'avaient jamais désespéré que les enquêteurs finissent par trouver la personne qui aura fait du mal à leur fille. Ce sera environ 1 an et demi plus tard, lors de ce procès tant attendu, que nous en saurons enfin plus sur cette histoire. Mais d'ici là, le juge doit maintenant s'occuper du choix de son jury. Juré. Bien évidemment, la sélection du jury ne fut pas des plus faciles pour le juge supervisant cette procédure, car les jurés qui seront retenus pour ce procès ne doivent pas être au courant des détails de cette affaire qu'ils s'apprêteront à juger. Ce qui est loin d'être évident. Pour cette sélection, plus de 300 personnes avaient été convoquées, bien que la norme soit plutôt de 150 lors d'un procès pour meurtre. Toutes ces personnes viendront défiler durant une bonne partie de la matinée et devront répondre à une série de questions posées par le juge. Ces questions visaient surtout à lui faire savoir si ces gens s'étaient informés ou non des infos qui avaient été diffusées dans les médias auparavant à ce sujet. Petit à petit, au cours de cette sélection, plusieurs de ces personnes seront rejetées pour plusieurs raisons, comme ces 2 femmes qui auraient été victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales, ou bien d'autres qui vont indiquer au juge qu'elles ne pourront pas être impartiales car leur idée était déjà faite concernant Grenon. Finalement, parmi les jurés qui seront retenus, il y aura entre autres une éducatrice en CPE, un opérateur de machinerie lourde, un graphiste indépendant ainsi qu'un disquaire. Ce sera en tout 8 hommes et 6 femmes qui en feront partie. 14 plutôt que 12, au cas où l'un d'eux serait malade pendant les procédures. Le juge leur demandera d'éviter de discuter du procès avec leurs proches, mais aussi de ne pas écouter ni lire de reportages en lien avec cette affaire afin de ne pas affecter leur jugement, mais aussi de faire une évaluation juste et objective face à la preuve, sans tenir compte de leur opinion ni de leurs émotions. Bref, que leur seule tâche ne consistera qu'à évaluer si Grenon était coupable ou non sur les chefs d'accusation qui étaient portés contre lui.
Visiblement amaigri et avec maintenant une longue barbe, Marc-André Grenon, 49 ans maintenant, va plaider non coupable aux 2 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Procès. Presque 24 ans après les faits, il est maintenant enfin temps pour Grenon de faire face aux conséquences de ses gestes et ce sera au palais de justice de Chicoutimi que commencera ce procès hautement attendu, qui avait d'ailleurs fait grand bruit dans la région à cette époque. Inutile de vous dire que l'ambiance était plus que fébrile. 5 semaines seront réservées pour la tenue de ce procès. Ce sera vêtu d'un chandail beige et d'un pantalon foncé, menottes au poing et avec un air stoïque que Grenon arrivera à son procès. Avant de prendre siège, il va parcourir la salle du regard, seul derrière une baie vitrée. C'est à partir de ce moment que la maman de Guylaine va le fixer des yeux, presque tout au long de l'audience, tout en tenant la main de son conjoint. Quelle femme incroyable! Plusieurs scientifiques, pathologistes et policiers, ainsi que les colocataires et des amis de Guylaine, viendront se présenter à la barre des témoins au cours de ce long procès, mais pas que. Une journée sera entièrement consacrée au témoignage de 2 biologistes judiciaires qui viendront expliquer, entre autres, le fonctionnement de la technique novatrice d'analyse génétique qui a permis aux autorités d'arrêter Marc-André Grenon, 22 ans, après les faits. La première personne à se présenter à la barre sera Audrey Saint-Pierre, une grande amie de Guylaine, mais aussi la dernière personne à l'avoir vue vivante et également celle qui va découvrir son corps inanimé dans son appartement de Jonquière. Le témoignage qu'elle viendra livrer sera très émotif et fera pleurer beaucoup de membres de la famille de Guylaine qui se trouvaient dans la salle. Audrey est originaire du Lac-Saint-Jean et, tout comme Guylaine, elle étudiait au cégep de Jonquière en technique d'éducation spécialisée. Elles étaient amies depuis longtemps et se voyaient régulièrement. Elles s'appelaient chaque matin pour jaser et aussi parfois pour se confier. Audrey dira qu'elles étaient très différentes l'une de l'autre, mais tout de même complémentaires. La veille de l'assassinat, les 2 amies avaient travaillé très tard ensemble pour terminer un travail qu'elles devaient présenter à 9 heures le lendemain matin. Comme Guylaine ne répondait pas à son appel matinal et routinier ce matin-là, Audrey décidera de se rendre directement chez elle, mais un peu en panique quand même, car elle était assez stressée à l'idée d'arriver en retard à ce cours en particulier. Elle se croisait les doigts en se disant que son amie avait tout simplement dû oublier de se réveiller, mais qu'il n'était pas encore trop tard pour arriver à temps. Cependant, c'est en entrant dans l'appartement qu'elle découvrira l'horreur absolue. En effet, lorsqu'elle est arrivée chez son amie, la porte d'entrée était déjà entr'ouverte et il y avait aussi de la lumière dans la salle de bain et également de la musique provenant d'une radio quelque part dans l'appartement. Elle va alors nommer le nom de son amie plusieurs fois, mais n'obtiendra aucune réponse. C'est là qu'elle va se diriger vers sa chambre à coucher. Arrivée à la chambre, elle y verra une énorme pagaille. Elle aura immédiatement le sentiment que quelque chose clochait. Elle y verra Guylaine, couchée sur le dos dans son lit et complètement dénudée. Elle se fera la réflexion que ce n'était pas du tout le genre de son amie d'être ainsi, si peu vêtue. Elle ajoutera au juré qu'elle voyait même ses parties génitales. Elle va de nouveau crier son nom pour qu'elle se réveille. Guylaine! Elle savait pertinemment que ce n'était pas normal. C'est en versant quelques larmes en le racontant au jury qu'Audrey leur dira avoir constaté que Guylaine avait le visage bleu et que ses mains portaient des marques de violence. Elle avouera au jury que le souvenir de cette matinée en particulier était assez flou dans sa mémoire, mais qu'elle se rappelait tout de même la peur extrême qu'elle avait alors ressentie à ce moment-là. Le fait de voir son amie si pudique ainsi dénudée la poussera à vouloir la revêtir. Elle sortira plutôt prendre l'air à l'extérieur quelques instants. C'est là qu'elle dira à la cour, et je la cite, « Je ne me souviens pas des gestes avec précision, mais je ne voulais pas que les gens la voient comme ça. Mais oui, il y a eu contact avec Guylaine. Elle était nue et ça ne lui ressemblait tellement pas. Je me souviens d'avoir voulu la rhabiller, mais je ne me souviens pas de ce que j'ai fait exactement. » Lorsqu'elle retournera au sous-sol de l'appartement, elle communiquera avec Myriam Blais, une amie qui se trouve être la 3e partenaire de leur projet scolaire, avec qui elle et Guylaine étaient justement la veille. En fait,
Comme elle était incapable de lui parler au téléphone de la macabre découverte qu'elle venait de faire, elle lui dira plutôt de venir la rejoindre chez Guylaine. Ça ne prendra d'ailleurs que 2 minutes seulement à Myriam pour arriver à l'appartement. Quelques minutes après, ce sera toujours en panique qu'Audrey composera finalement le 911. Les policiers qui arriveront rapidement sur place concluront qu'il y avait bien eu une présence suspecte sur cette scène de crime. Myriam viendra ensuite témoigner à son tour et dira être arrivée à l'appartement immédiatement après l'appel d'Audrey. C'est en constatant la même vision d'horreur que son amie avait eue quelques minutes auparavant qu'elle lui demandera d'appeler le service des urgences. Cependant, elles étaient tellement en panique à ce moment-là qu'elles avaient toutes les deux oublié ce numéro à 3 chiffres. Elles ont alors dû regarder dans un de leurs calepins pour pouvoir ensuite le composer. Une autre personne s'étant rendue à cet appartement cette journée-là sera également interrogée. Il s'agit de l'ambulancier Bilodeau. Il viendra raconter que lui et un collègue de travail étaient descendus au sous-sol de l'appartement de Guylaine et il dira qu'ils avaient tout de suite constaté que la victime était en arrêt cardio-respiratoire et que les manœuvres de réanimation étaient impossibles vu la rigidité de la mâchoire de Guylaine. C'est là que son collègue découvrira qu'une ceinture enserrait le cou de cette jeune femme. Comme on le sait tous, en tant que fan de True Crime, une scène de crime parle énormément. Un technicien en identité judiciaire sera donc immédiatement appelé sur les lieux. Il y trouvera différents objets qu'il analysera et c'est à la suite de ça qu'il enverra le corps de Guylaine à la morgue pour une autopsie. Bien sûr, l'analyse biologique qu'il fera sur place lui donnera bien un profil ADN, mais comme on le sait aussi, ne permettra pas d'identifier formellement le meurtrier à ce moment-là. Il n'y avait malheureusement aucun témoin direct à ce crime et, comme auparavant, plusieurs suspects seront éliminés de leur liste au cours des 22 prochaines années qui suivront. Passons maintenant au témoignage des 2 colocataires de Guylaine. Les colocs. D'entrée de jeu, lors de leur présence à la barre, elles vont toutes les 2 mentionner ne jamais avoir vu leur ami en compagnie de Marc-André Grenon. Toutefois, ce sera le témoignage d'une des 2 colocs qui attirera un peu plus l'attention dans la salle de cours. Comme elle ne pouvait pas être nommée en raison d'une ordonnance de non-publication, nous l'appellerons Mélanie. Mélanie va raconter que la veille du drame, elle était allée voir une pièce de théâtre avec des amis. Elle dira être allée manger un morceau après et d'être ensuite allée dormir chez son copain de l'époque qui habitait la même rue qu'elle. En fait, sans vraiment parvenir à retenir ses sanglots, elle expliquera s'être sentie très longtemps coupable de ne pas être allée dormir chez elle cette nuit-là. Elle s'est longtemps demandé si sa présence à l'appartement aurait pu changer quelque chose de la tournure des événements arrivés par la suite à son amie. Elle dira, et je la cite, « J'étais à Jonquière, puis je me suis beaucoup demandé si j'aurais pu faire quelque chose de différent. Est-ce que ce serait arrivé si j'étais entrée à l'appartement? J'ai pensé aller chercher des vêtements ce soir-là, mais je ne suis pas arrêtée chez moi. » Elle se sentira surtout coupable du fait qu'elle avait perdu ses clés environ 1 semaine et demie avant le drame et que, à cause de ça, lorsqu'elle sortait, Guylaine avait commencé à prendre l'habitude de ne pas verrouiller la porte derrière elle au cas où sa coloc reviendrait et que personne ne soit là pour lui ouvrir. Comme on peut le constater, Guylaine avait un très grand cœur. Elle viendra aussi dire que la fameuse boîte de condoms retrouvée dans la chambre de Guylaine la nuit du drame lui appartenait. Elle précisera qu'elle mettait cette boîte de préservatifs dans le tiroir de son bureau et qu'elle ne s'y trouvait plus à la suite de ces événements. Elle se rappelait avoir acheté cette boîte la veille du drame. Pour ce qui est de Mélissa, l'autre colocataire de Guylaine, elle viendra raconter que ce soir-là, elle était en visite chez ses parents au Lac-Saint-Jean et elle dira que lorsqu'elle a appris la mort de son amie le lendemain, elle a eu beaucoup de peine mais aussi beaucoup de rage. Elle expliquera à l'avocat qui l'interrogera que cette rage venait du fait que la porte de l'appart était toujours verrouillée, sauf dans la semaine et demie précédant le drame, pour les raisons que l'on sait maintenant. C'est effectivement très fâchant. Les preuves. À la suite de ces témoignages, ce sera sans préliminaire et assez hâtivement que seront alors montrées des images très crues du corps mutilé de Guylaine et qui seront évidemment très difficiles à regarder pour les jurés ainsi que pour les gens présents dans la salle.
André Lecomte, un des techniciens qui avait expertisé la scène de crime à l'époque, venait de prendre place dans le box pour y montrer différents clichés qu'il avait pris ce 28 avril 2000 chez Guylaine. Maintenant retraité de la SQ, il s'est empressé de décrire ce qu'il avait vu en entrant dans l'appartement que Guylaine partageait avec 2 autres colocataires sur la rue Panet à Jonquière. Il dira que cet appartement ressemblait aux appartements classiques d'étudiants, mais précisera qu'une grande pagaille y régnait alors dans 2 des 3 chambres à coucher. Il commentera ensuite l'état de la chambre de Guylaine en la qualifiant de bon fouillis, alors que d'ordinaire, selon ce qu'avaient indiqué ses camarades de classe la veille durant leur témoignage, elle était toujours bien rangée. Dès l'arrivée des premières images apparues sur les écrans de la salle de cours, une personne sortira. C'était sans doute trop difficile pour elle de supporter autant d'horreur, alors que d'autres retenaient plutôt des éclats de surprise. Pour ce qui est de la famille de Guylaine, plusieurs d'entre eux pleureront en silence et ne seront heureusement pas confrontés à ces images d'horreur, mais suivront plutôt cette partie du procès dans une autre salle par l'entremise d'un lien virtuel qui ne présentera ni les photos ni les vidéos qui auraient pu être trop sensibles pour eux. Belle attention! Écoutons d'ailleurs la maman de Guylaine répondre justement à cette question qui lui a été posée par un journaliste après le procès. Est-ce que vous avez assisté à tout le procès où il y a des bouts là, que vous avez dit « j'ai pas besoin d'entendre ça », vous êtes sorti de la salle? Oui, c'est bien sûr qu'il y a des bouts qu'on n'a pas voulu voir. C'était trop difficile. C'était entendu depuis le début que cette partie-là, on ne voulait rien savoir de ça parce qu'on s'imaginait quand même qu'est-ce qu'elle avait subi, puis c'était assez de penser, c'était déjà assez. Ce technicien décrira alors ce qu'il a vu lors de son investigation cette journée-là. Il y décrira le corps à moitié nu de la jeune femme laissée pour morte avec son t-shirt relevé au-dessus de sa poitrine. Il dira qu'elle avait des marques aux 2 yeux, au niveau de ses sourcils, mais aussi des marques au niveau de son cou, de son nez et de sa bouche. En fait, on saura un peu plus tard durant le procès que les marques de rougeur qui se trouvaient au niveau de son cou avaient été faites par compression et avaient entraîné son décès par la suite, et que cette compression aurait été faite de 2 façons, soit par un lien large, sans doute par l'utilisation de la ceinture, et l'autre manuellement, c'est-à-dire avec l'utilisation des mains. Pour ce qui est des yeux tuméfiés de la victime, ça démontrait en fait que la pression avait été très forte à ce niveau, ce qui avait ensuite fait augmenter le sang au niveau de sa tête. Il y avait également des déchirures au niveau de ses parties génitales. Il sera également mentionné que Guylaine Potvin était vivante au moment où toutes ces blessures lui ont été infligées. En effet, il sera expliqué que certaines lésions retrouvées sur le corps de Guylaine avaient été causées alors que son cœur battait toujours. Bref, que son corps présentait non seulement des ecchymoses, mais aussi des saignements. Ce qui veut donc dire qu'elle était toujours en vie au moment où elle a subi toutes ces blessures. My God, je trouve ça tellement effrayant. André Lecomte ajoutera qu'il avait réussi à prélever plusieurs échantillons d'ADN sur le corps de Guylaine, comme sur son t-shirt à la hauteur de son sein gauche, sous les ongles de ses 2 mains et dans les prélèvements de son vagin, de sa vulve et de sa bouche, ainsi que quelques traces de sang prélevées sur une ceinture dont la boucle était brisée, mais également sur une boîte de condoms déchirée à moitié pleine qui se trouvait au pied de Guylaine. En tout et partout, 15 pièces seront saisies, dont 4 papiers mouchoirs, une feuille de papier, un morceau de métal, le chandail beige de Guylaine, une ceinture de cuir brune, les petites culottes et les shorts de la victime, un pantalon bleu lui appartenant, une boîte de condoms contenant 6 préservatifs, un tampon trouvé sous le corps de Guylaine, un drap bleu taché de sang, un drap blanc également maculé de sang, un couvre-oreiller sur le lit, un petit et un grand morceau de gypse à la tête du lit de la jeune femme et un morceau de métal rond. Toutes ces pièces à conviction ont été présentées dans des sacs en plastique que les jurés ont ensuite pu manipuler. L'autopsie. La pathologiste Caroline Tanguay, qui n'était pas sur place au moment de l'autopsie qui fut pratiquée sur Guylaine à cette époque, viendra témoigner à titre de témoin expert. Elle viendra parler aux jurés du rapport d'autopsie original qu'elle avait en main. Elle leur confirmera que Guylaine était morte par asphyxie à la suite d'une combinaison d'étranglement manuel et par ligature. En fait,
Elle va leur préciser que Ghislaine avait un traumatisme contondant à la tête et à une épaule, une marque de morsure sur le sein gauche et des blessures autour du cou et des organes génitaux. C'est en se fiant aux notes et aux photos inscrites dans le rapport original qu'elle conclura que Ghislaine était morte d'asphyxie par compression. Elle ajoutera également que la victime ne portait qu'un T-shirt lorsque son corps a été retrouvé par son amie Audrey. Cependant, elle leur indiquera qu'une empreinte avait aussi été trouvée sur sa main droite et qui lui suggérait qu'une bague y avait été récemment retirée. Il s'agirait en fait de la bague de finissante de Ghislaine. Il faut savoir qu'un appareil photo de marque Astra ainsi qu'un petit coffre rouge contenant 200 $ auraient également été dérobés à cet appartement le jour du drame. Le procureur lui montrera ensuite la ceinture qui avait été retrouvée près du corps de Ghislaine après le crime, avec sa boucle cassée, et la pathologiste lui confirmera que c'était bel et bien cette ceinture qui avait provoqué le genre de blessure retrouvée sur le cou de la victime dont elle venait de parler. En terminant, elle a voulu rappeler au juré qu'à cette époque, le médecin légiste avait demandé que des échantillons d'ADN soient prélevés à différents endroits sur le corps de la victime, comme la présence d'un cheveu ou d'un poil retrouvé sur son T-shirt, ainsi qu'un autre dans sa main droite, mais aussi sur une sécrétion séchée trouvée au genou gauche de Ghislaine, ainsi que d'autres sécrétions provenant de fluides corporels. Le tout avait donc été prélevé sur plusieurs parties de son corps pour fin d'analyse. Toutefois, un autre spécialiste viendra plus tard apprendre au juré que les empreintes digitales partielles trouvées sur les lieux du crime ne pouvaient pas être reliées à Grenon. L'empreinte de morsure trouvée sur le sein de Ghislaine ne serait pas non plus reliée à l'assassin. En fait, ces empreintes devaient sans doute être trop incomplètes pour en déduire quoi que ce soit. Parlons maintenant brièvement de prélèvement d'ADN ainsi que de généalogie génétique. Science. En juin 2022, le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal va s'intéresser de très près à certains dossiers non résolus au Québec et en particulier à celui de Ghislaine Potvin. Une équipe sera alors formée et ce nouveau programme portera le nom de projet Patronyme. Pour simplifier, le but du projet Patronyme qui fut créé est de fournir des noms de famille comme piste d'enquête lorsque celle-ci n'avance plus. Cependant, cette méthode n'est seulement possible que si un profil d'ADN masculin a déjà été retrouvé sur une scène de crime, comme c'est le cas ici. Voyons ça de plus près. Cette nouvelle façon de faire permet maintenant de croiser l'ADN d'un suspect ou bien de restes humains trouvés sur une scène de crime et de le comparer avec celui de millions de profils qui se retrouvent dans les nombreuses bases de données alimentées par monsieur et madame tout-le-monde qui décident de faire leur profil génétique en ligne pour effectuer leur propre recherche d'arbres généalogiques. Sans doute le font-ils pour y découvrir qui étaient leurs aïeux ou bien tout simplement pour savoir d'où ils viennent et qui ils sont. Bref, des bases de données qui proviennent en fait de différents sites où tout le monde peut y verser, de façon consentante, son ADN. Il faut aussi noter que cette nouvelle technique fonctionne même si un suspect n'a jamais fourni son code génétique. Je vous laisse d'ailleurs écouter l'excellente Isabelle Richer vous l'expliquer beaucoup mieux que moi. C'est vraiment le triomphe de la science parce qu'en 2000, on avait trouvé de l'ADN sur la scène de crime dans l'appartement de Ghislaine Potvin, mais il ne correspondait à personne. Comme disent les policiers, il n'y avait pas de signature. C'est-à-dire que si l'ADN qu'on trouve n'existe pas déjà dans les banques, bien, c'est pas écrit dessus à qui ça appartient. Ben oui. Alors, il faut attendre, il faut trouver d'autres moyens d'enquêter. Alors, c'est ça, les policiers devaient compter sur d'autres techniques. Mais évidemment, la science a évolué et les banques d'ADN privées, là, vous savez, ce qui est très populaire, Ancestry, tous ces savoir trucs-là. si on est irlandais ou japonais. Là, oui, relié à qui. oui, Et ça a beaucoup aidé parce que ça s'est beaucoup bonifié avec les années. Et en plus, ici, le laboratoire de sciences judiciaires a mis au point une technique de recherche en fonction du chromosome Y. Il ne faut pas que je me trompe parce que Y, c'est ce qui détermine les hommes. Alors, avec ça, ils ont fouillé dans plein de banques et ça les a menés progressivement à des noms de famille, dont celui de Grenon. Et ils avaient un Marc-André Grenon qui était un suspect à l'époque. Alors, ils ont, avec toutes sortes de recoupements et toutes sortes de techniques d'enquête, ils ont fini par l'épingler. Une fois un lien établi, les enquêteurs peuvent ensuite parcourir l'arbre généalogique de la personne portant ce nom de famille dont l'ADN aura eu une concordance.
Voyons maintenant, dans les grandes lignes, de quelle façon cette nouvelle technologie fut à l'origine de la preuve en béton qu'avaient en main les enquêteurs concernant cette histoire. Caroline Paquet, une experte du laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale, viendra expliquer à la Cour la nature des prélèvements d'ADN effectués pour ce dossier. Elle était là pour expliquer en détail le procédé derrière cette nouvelle technique d'analyse génétique novatrice. Elle expliquera que c'est grâce à l'ADN qui fut prélevé sur la scène de crime à l'époque qu'elle a ensuite pu établir le profil Y du suspect et qu'elle a pu le comparer à une base de données publique. Dans le cas qui nous préoccupe, le profil Y de Grenon a été établi grâce à l'ADN qui fut trouvé sous les ongles de la main droite de Guylaine. Lorsque l'échantillon du suspect est entré dans la base de données, un profil pour en sortir une correspondance leur est apparu. À leur plus grand bonheur, cette correspondance était celle ayant eu le plus haut pointage. Il faut savoir que la base de données qu'ils ont utilisée contenait environ 138 000 noms de famille au moment où les scientifiques y ont inséré l'ADN retrouvé sur le corps de Guylaine. De ce nombre, 8 334 correspondances seront trouvées. Toujours de ce nombre, 384 seront jugées comme des... Toujours de ce nombre, 384 seront jugés comme des sujets d'intérêt secondaire et 2 de ceux-là seront jugés d'intérêt prioritaire, dont le nom de famille de Grenon, qui ressortira tout en haut de leur liste. Ce nom de famille sera ensuite transmis aux enquêteurs afin de leur permettre de poursuivre leur travail. Comme ils avaient déjà vu passer ce nom lors de l'enquête à propos du meurtre de Guylaine à l'époque, intérieurement, ils se disaient déjà tous qu'ils tenaient enfin leur homme. Cette biologiste judiciaire dira entre autres que cet ADN trouvé sur le corps de Guylaine était des centaines de milliards de fois plus probable d'appartenir à Marc-André Grenon qu'à tout autre individu sur Terre. Mis à part 2 ou 3 petites différences insignifiantes, cette correspondance qu'ils venaient de trouver était donc parfaite pour eux. Cependant, le hic concernant cette nouvelle façon de faire est que ce n'est pas encore totalement légal, du moins pas devant une cour de justice. Effectivement, car l'utilisation de la généalogie génétique à des fins d'enquête criminelle soulève plusieurs enjeux. Une preuve d'ADN seule ne suffirait pas à faire condamner un criminel. Alors, une fois cette constatation faite, que se passe-t-il exactement pour la suite? En fait, une fois le nom de famille trouvé, les enquêteurs doivent ensuite récolter des preuves circonstancielles pour venir appuyer leur cause. Ils doivent maintenant faire des recoupements en démontrant que leur nouveau suspect se trouvait bien dans les parages au moment du crime. Comme le dira cette experte, lorsqu'un nom de famille en ressort, ça ne constitue toujours pas une preuve de culpabilité, mais plutôt une piste d'enquête. Seul l'échantillon prélevé directement sur la victime est accepté par la suite pour faire une comparaison. Il existe heureusement des solutions pour qu'ils puissent parvenir à leur fin. Pour faire leur comparaison, les enquêteurs obtiendront le droit de prendre leur suspect en filature dans le but de récupérer, à son insu, un objet quelconque qu'ils pourraient abandonner sur son chemin. Comme c'est le nom de famille Grenon qui est ressorti et qu'ils avaient déjà eu affaire avec un Marc-André Grenon par le passé, les enquêteurs demanderont tout d'abord au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale de leur donner la liste de toutes les adresses que ce Marc-André Grenon leur avait indiquées pour recevoir ces chèques d'aide sociale. Ils auront beaucoup de vérifications à faire vu que la liste qu'ils recevront sera très longue car, entre 1993 et aujourd'hui, Grenon aurait changé d'endroit de résidence au moins 59 fois. Quand même. Cependant, les 2 dernières années avant son arrestation, il était devenu plus stable et habitait alors un petit appartement à Granby. Selon ses plus proches voisins, Grenon était un homme solitaire, quelqu'un d'assez tranquille, d'extrêmement discret. Ils le voyaient prendre des marches de temps en temps et vont également mentionner qu'il était une personne très polie. Une fois toutes ces informations reçues par les enquêteurs de la Sûreté du Québec, leur filature pouvait commencer. Nous aurons ensuite droit au témoignage d'un des enquêteurs présents lors de la traque de l'ADN du suspect, car ils ont maintenant son nom, les endroits où il a habité, et bien sûr, ils ont également l'adresse de la dernière résidence où il habite maintenant. Ce policier viendra raconter exactement comment lui et son partenaire ont enfin réussi à le coincer.
Au mois d'août 2022, 2 policiers vont se rendre plusieurs fois chez Grenon pour y faire de l'observation devant son appartement. Comme le hasard fait parfois bien les choses, en arrivant pour une de leurs observations, lui et son collègue verront Grenon sortir de chez lui et monter dans un véhicule conduit par une femme. Ils prendront alors l'excellente décision de les suivre. Leur destination surprise était en fait le cinéma Élysée à Granby. Ils vont donc tous s'acheter un billet pour le même film. Les places étant assignées à l'avance et toujours aussi chanceux, il va s'avérer que le dernier siège disponible de la section où Grenon venait de s'asseoir était directement à la gauche de celui-ci. Son collègue décidera quant à lui de s'asseoir près des poubelles les plus proches, on ne sait jamais. Pendant plus de 2 heures, ils seront à moins d'1 mètre de leur suspect et le garderont bien à l'œil. L'un d'eux le regardera discrètement siroter son verre de boisson gazeuse, tout en vérifiant attentivement que personne d'autre que lui ne le touche. Cet enquêteur dira, à la blague, qu'il n'avait pas du tout été absorbé par le film cette soirée-là. Ce qui avait d'ailleurs beaucoup fait rire l'assistance, malgré le sujet plus que sérieux de ce procès. Malheureusement pour eux, Grenon va ressortir de la salle avec son gobelet toujours dans les mains. Misère. Cependant, rien n'était perdu pour eux, car ce sera immédiatement à la sortie du ciné qu'ils le verront jeter son verre dans une poubelle un peu plus loin. Après avoir enfilé une paire de gants, un des 2 policiers ira repêcher le contenant pour ensuite l'envoyer aux experts scientifiques pour analyse. Il ne pouvait pas se tromper car un seul verre traînait alors à l'intérieur de cette poubelle. Inutile de vous dire que l'ADN de ce gobelet correspondait en tout point à ce qui avait été recueilli sur la scène de crime il y a plus de 20 ans. Maintenant qu'ils sont tous certains à 100% de la culpabilité de Grenon, ils peuvent enfin le mettre en état d'arrestation. C'est à ce moment-là qu'un autre policier viendra décrire au jury de quelle façon ils s'y sont pris pour enfin l'arrêter. Le jour de cette arrestation tant attendue, le responsable des dossiers non résolus et son équipe se rendront au poste de police municipale de Granby. Ils avaient besoin d'eux pour les assister pendant cette délicate opération. Un d'eux se présentera ensuite sur le lieu de travail de Grenon et demandera à 2 responsables sur place d'aller le chercher, mais sans l'avertir que c'était de la part d'un policier. Lorsque Grenon se présentera devant lui, il lui dira qu'il était accusé du meurtre et de l'agression sexuelle de Guylaine Potvin et l'informera également de ses droits. Aussi simple que ça. Une fois enfin arrêté, Grenon sera amené à Montréal pour y faire prendre ses empreintes digitales, un test d'empreinte dentaire ainsi qu'un nouveau test ADN. Ce policier précisera tout de même que Grenon était coopératif. À la suite de son arrestation, des spécialistes vont passer des jours à fouiller son appartement à la recherche de preuves supplémentaires. Ils étaient principalement à la recherche d'articles de journaux et de peut-être potentiellement des photos de la victime que Grenon aurait pu garder chez lui en souvenir. Lors du contre-interrogatoire, l'agent Royer a dû déclarer à la défense qu'il n'avait pas pris de photo du suspect tenant son verre, ni lorsqu'il était bien assis dans la salle de cinéma durant la projection du film. Il a aussi dû reconnaître que le sac contenant les pailles avait été mal étiqueté car il était seulement spécifié qu'il ne contenait qu'une seule paille et non 2. Au moment de sa capture, Marc-André Grenon travaillait au centre de distribution des épiceries Bio Avril à Granby. Un porte-parole avait d'ailleurs confirmé à la presse que toute l'équipe était sous le choc. D'ailleurs, qui ne le serait pas? Des aveux. Dès le début de cette 5e et dernière semaine de procès, le public aura droit à un revirement de situation majeur. Grenon va enfin admettre avoir été sur les lieux du drame cette nuit-là et qu'il avait bel et bien causé la mort de Guylaine Potvin. Cependant, bien que ses avocats n'aient pas présenté de défense ni de témoins durant le procès, ce sera par l'entremise d'un de ses avocats qu'il sera tout de même précisé que ce meurtre n'était pas prémédité. Bien sûr, ce revirement changera quelque peu les arguments des avocats des 2 parties. La couronne croira qu'un plan avait été préparé par Grenon visant à assouvir ses pulsions sexuelles et la défense parlera plutôt d'une tentative de vol qui aurait mal tourné lors de son introduction par effraction chez Guylaine.
Le fait qu'il soit entré dans un appartement en pleine nuit, alors qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que des gens s'y trouvent, son choix d'attaquer cette jeune femme alors qu'elle était possiblement dans son lit et la force employée pour la tuer sous-tendent quand même à de la préméditation. Mais selon la défense, Grenon se serait rendu à cet appartement pour y commettre un vol et rien de plus. Son avocate va appuyer ses dires à l'état de 2 des 3 chambres de l'appartement, car elles étaient en pagaille avec tous les tiroirs ouverts. Elle dira que lorsque son client est arrivé dans la chambre de Ghislaine, il y avait quelqu'un qui y dormait et il en aurait été surpris. Cependant, les 2 parties s'entendent tout de même sur le fait que c'est bien cet individu qui a causé la mort de Ghislaine. Pour terminer ce procès, les avocats de la défense feront l'annonce que leur client ne témoignera pas, ce qui n'est bien sûr pas une obligation de le faire. Délibération. Après 5 semaines de procès, les jurés seront maintenant séquestrés pour prendre une décision sur l'avenir de ce présumé assassin. Ils devront entre autres répondre aux questions suivantes. Est-ce que Grenon avait l'intention de tuer Ghislaine Potvin le soir du 28 avril 2000 dans son appartement, ou bien s'agissait-il d'un vol qui aurait mal tourné? Le juge leur précisera que pour en arriver à un verdict de... Le juge leur précisera que pour en arriver à un verdict de culpabilité, ils devront déterminer, hors de tout doute raisonnable, que Grenon était bien l'individu qui avait agressé Ghislaine Potvin, qu'il avait causé sa mort en commettant un acte illégal et qu'il avait formé l'intention requise de commettre un meurtre. Comme la loi ne prévoit que 12 jurés lors d'une délibération, 2 des 14 d'entre eux devront être exclus de cette décision. Ce sera par tirage au sort que seront retirés les jurés 5 et 7. Il restait donc maintenant 7 hommes et 5 femmes pour décider du sort de Grenon. À 16h30 exactement, le juge leur dira ceci. « J'ordonne votre séquestration à partir de maintenant. » Verdict. Un peu avant l'annonce du verdict, l'atmosphère dans la salle d'audience était à couper au couteau. Ce sera main dans la main que les parents de Ghislaine Potvin entreront dans la salle d'audience du palais de justice de Chicoutimi un peu après 17 heures. Ils étaient accompagnés d'une vingtaine d'autres membres de la famille, dont la sœur et le frère aîné de Ghislaine. Après moins d'1 heure de délibération, plus précisément après 30 minutes seulement, un record au Québec d'ailleurs, le jury va, unanimement, accuser cet homme de meurtre au premier degré et d'agression sexuelle grave. Coupable sur toute la ligne. D'ailleurs, cette annonce déclenchera un cri de victoire dans une salle pleine à craquer. Comme on pouvait s'y attendre, après avoir enduré plus de 24 ans d'angoisse et de questionnement, la maman de Ghislaine va littéralement éclater en sanglots et sera rapidement imitée par certains des membres de sa famille à la suite de la lecture de ce verdict. Lorsque le calme reprendra dans la salle du palais de justice, le magistrat demandera aux parents de Ghislaine de se lever et, dans un geste complètement imprévu, il va se tourner vers l'assassin et lui demandera s'il avait des excuses à leur présenter, en lui spécifiant bien qu'il avait expressément causé la mort de leur fille. Debout dans son box, Grenon lui répondra alors par un simple « non ». Inutile de vous dire que cette réponse déclenchera une immense colère chez le juge. C'est à ce moment-là qu'il osera enfin dire tout haut ce que tout le monde pensait alors tout bas. Il lui dira ceci, et je le cite. « J'aurais été surpris que vous présentiez des excuses, car, dans mon évaluation, vous êtes un lâche, un peureux, un pleutre. Vous avez passé 22 ans de votre vie à vivre en liberté et à vous réveiller tous les matins comme si de rien n'était. Comment avez-vous pu vous regarder dans le miroir tous les matins pendant que Ghislaine gisait 6 pieds sous terre en raison de votre morale, de votre dépravation sexuelle et de votre instinct de tueur? » Le juge a ensuite voulu rappeler le scénario du crime en disant « Ghislaine dormait avec son nounours Roméo. Vous êtes entré, vous vous êtes dirigé vers sa chambre et vous l'avez agressé, frappé, frappé et frappé encore, comme en témoignent ses blessures au visage. Puis, vous l'avez étranglé avec une ceinture et vous avez fini le travail avec vos 2 mains. Vous vous sentiez homme,
Vous vous sentiez fort? Il lui précisera qu'il avait fait ça à une jeune femme dans une situation de vulnérabilité complète. Toujours sur un ton aussi glacial, le juge François Huot va ensuite lui rappeler que pendant plus de 22 ans, il avait joui d'une liberté à laquelle il n'avait pas droit, et je le cite encore une fois. 22 ans de liberté injustifiée, c'est 8202 jours entre votre crime et votre arrestation par les policiers de la Sûreté du Québec. Comment avez-vous fait pour vivre, Grenon, pendant les 22 dernières années de votre vie? Quel pitoyable exemple de courage! Comment avez-vous osé soutenir le regard de sa famille et comment osez-vous soutenir le regard d'autrui? Je n'éprouve que du dégoût et du mépris pour votre geste du 28 avril 2000. Vous êtes complètement dépourvu de moralité, vous êtes un dépravé sexuel, un assassin et vous me levez le cœur. Grenon tentera bien de parler durant l'exposé du juge, mais ce dernier va vite couper court à ses intentions. Écoutons maintenant un extrait d'une entrevue de Mme Cahouette, la maman de Guylaine, justement à propos de ce silence de Grenon. Il a demandé à Marc-André Grenon de vous regarder dans les yeux et de vous parler. Ouais. Il n'a pas voulu vous parler. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre, même si ça n'aurait effacé en rien ce qu'il a fait à Guylaine? Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre de Marc-André Grenon? Bien, au moins qu'il regrettait ou quelque chose comme ça. Tu sais, quand tu vois... il peut pas être il peut pas être, je voulais dire... Insensible ou... Insensible à tout ce que c'est qui s'est passé. Ça se pouvait pas. Moi, je trouvais ça terrible de ne pas être capable de nous adresser quelque chose. Ça a été insultant. J'ai été insultée même de ça. Je disais, il n'est même pas capable de parler après tout... c'est pour ça qu'il a fait ça. Je pense que ça a fait lever la colère de M. François. Là. Ouais. Bruno Cormier, un des anciens enquêteurs dans ce dossier, dira plus tard que les paroles que le juge venait alors de prononcer auraient très bien pu être dites par Guylaine elle-même, s'exprimant alors à travers lui. Pourquoi pas? Le juge terminera son discours par un point plus positif en lui disant qu'il avait remercié Dieu d'avoir prêté vie assez longtemps au père de 80 ans et à la mère de 73 ans de Guylaine, qu'il soit toujours en vie pour assister à la peine qu'il s'apprêtait enfin à lui infliger. Il fera ensuite lever les enquêteurs au crime non résolu, Christian Côté et Thomas Davis, et les félicitera chaleureusement en leur disant ceci. Pour le travail accompli, vous avez toutes mes félicitations et mon admiration, et veuillez les transmettre à vos collègues des cold cases. Grâce à vous, bien des individus vont moins bien dormir maintenant. La salle au complet du palais de justice se mettra alors à applaudir. Pour terminer, il remerciera finalement les jurés en les félicitant d'avoir respecté leur promesse d'analyser la preuve soumise par la couronne pour en arriver à un verdict unanime de culpabilité. Il les a ensuite invités à quitter ou à lever la main pour ceux qui préféreraient rester pour l'annonce de la condamnation de Grenon. 12 d'entre eux ont immédiatement levé leurs bras. D'ailleurs, cette peine qu'il prononcera sera la pire prévue par le Code criminel, soit la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Mais ce n'est pas tout. Pour l'accusation de l'agression sexuelle grave, Grenon va écoper d'une peine de prison de 10 ans. Cette peine sera alors purgée en même temps que celle pour meurtre, mais n'allongera pas la durée de son incarcération. Grenon étant détenu depuis son arrestation le 12 octobre 2022, c'est donc dire qu'il ne pourra pas être libéré avant le 12 octobre 2047. Cet assassin aura alors 74 ans lorsqu'il voudra demander une libération conditionnelle et rien n'est coulé dans le béton qu'elle ne lui soit accordée à ce moment-là. Le juge terminera son discours en félicitant le travail de tous les gens qui auront participé, de près ou de loin, à cette longue enquête. Une fois la sentence rendue, il fera signe de la main aux agents des services correctionnels qui se trouvaient aux côtés de l'assassin en leur ordonnant de sortir l'accusé. Famille. Les proches de Guylaine Potvin réagiront publiquement quelques minutes après l'annonce du verdict de culpabilité de l'assassin de leur fille. En effet, peu de temps après avoir pris connaissance du verdict, les parents et les proches de Guylaine viendront dire un mot au public lors d'une conférence de presse. Ce sera avec les mains un peu tremblotantes que la maman de Guylaine viendra enfin briser le silence, dont voici l'extrait.
C'est avec un grand soulagement et beaucoup d'émotion que nous accueillons ce verdict de culpabilité de la part du jury. Après tant d'années à nager dans le néant et la souffrance, nous tournons aujourd'hui la dernière page de ce long chapitre de nos vies respectives. Ceci dit, nous restons marqués à jamais par le départ soudain de notre belle Guylaine. L'extrême violence dont elle a été victime était à l'opposé de ce qu'elle incarnait, soit la douceur, le calme, la bonté et la paix. Au nom de la famille, nous souhaitons remercier la population qui nous a soutenus de près ou de loin, de quelque façon que ce soit, dans l'épreuve que nous vivons depuis le 28 avril 2000. Nous avons été portés par votre affection, votre compassion et votre bienveillance, et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Pour celles et ceux qui pensaient être enfin débarrassés de Grenon, je dois maintenant vous annoncer que ce ne sera malheureusement pas le cas. Comme je vous l'avais précisé au début de cette histoire, les personnes qui ont été choisies pour faire partie de ce jury n'étaient pas du tout au courant, contrairement à vous, que cet assassin était aussi accusé d'avoir agressé sexuellement et d'avoir laissé pour morte une autre jeune femme à peine 2 mois après l'agression arrivée chez Guylaine. Effectivement, pour faire court, moins de 3 mois après l'agression survenue chez Guylaine, on apprenait qu'une autre étudiante, de 20 ans cette fois, avait subi essentiellement le même traitement que Guylaine, mais plus chanceuse qu'elle, elle avait survécu à son assaillant. Elle avait alors fait preuve d'un sang-froid extraordinaire en faisant semblant d'être morte pendant que son agresseur tentait de l'étrangler. Il faut savoir que le modus operandi était exactement le même que lors de l'assassinat de Guylaine. Bien que Marie, non fictif, soit sortie vivante de cette horrible agression, elle n'avait malheureusement pas pu identifier l'individu qui l'avait surprise dans son sommeil, mais les spécialistes, eux, ont ensuite pu découvrir que l'ADN de ces 2 agressions correspondait au même individu. Les chefs d'accusation qui pourraient alors être portés contre lui lors de ce 2e procès pourraient être tentative de meurtre et agression sexuelle grave. Ce dossier doit revenir devant le tribunal dans les prochains mois. Je vous ferai d'ailleurs un update ici ou bien directement sur mes réseaux sociaux. Alors, pensez bien à venir vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, j'ai comme l'impression que Grenon pourrait plaider directement coupable cette fois-ci. Qu'en pensez-vous? Conclusion. Il faut maintenant souhaiter que ce verdict de culpabilité soit porteur d'un message d'espoir pour toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans un dossier de cold case relatif à la disparition d'un proche. En effet, cette nouvelle science fera naître l'espoir chez les proches de victimes qui attendent toujours une réponse depuis des années, car il y a encore beaucoup trop de dossiers de meurtres non résolus au Québec. Et pour les meurtriers pensant effrontément s'en être sortis, cette nouvelle science les fera maintenant sans aucun doute frémir d'angoisse. Tant mieux. Plus de 750 dossiers pour meurtre seraient non résolus à la Sûreté du Québec. Cependant, grâce au projet Patronyme qui permet de lier de l'ADN inconnu à des noms de famille, peut-être que d'autres personnes, comme Marc-André Grenon, pourront enfin être démasquées et condamnées. Bref, l'espoir est encore permis pour toutes ces familles de victimes toujours en attente de réponse. Les prochaines années seront très difficiles pour Grenon. Il passera un minimum de 25 ans en prison ou, si vous préférez, 9132 jours, et ce, dans un pénitencier où les hommes comme lui n'ont pas très bonne réputation. Il verra peut-être enfin ce que c'est que de vraiment souffrir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller me mettre 5 étoiles et à parler de mon podcast. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et je crois que pour cette fois, avant de vous endormir, vous pouvez enfin sourire, car une injustice a enfin été réglée. L'espoir a triomphé. OK, bye!